Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes début janvier 2016 et qui dit début janvier dit encore période des vœux. Et mes vœux à moi seront des vœux climatiques, car autant l'année 2015 a été l'année de la décision politique internationale sur le climat, autant je souhaite à 2016 d'être l'année de la mise en œuvre pratique de l'engagement concret pour atteindre les objectifs ambitieux qui ont été fixés par la COP 21 et l'accord de Paris qui a été adopté le 12 décembre dernier. Dans cette vidéo, je propose à la fois un regard en arrière et un regard en avant. Regard en arrière pour se demander quelle est la valeur de l'accord de Paris, qu'est-ce qui est sorti de cette COP 21 de façon brève, et regard en avant pour se demander, eh bien maintenant, post-COP 21, en regardant en avant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, individuellement, comme chrétiens, et quel est le processus politique qui nous attend? Regardons en arrière dans un premier temps et évaluant la COP 21, je crois que le premier mouvement, c'est un mouvement à la fois de soulagement et puis de réjouissance. Et je crois que c'est juste et légitime d'être heureux de l'adoption de l'accord de Paris à la COP 21. Ça a d'ailleurs été le mouvement de la presse française, la presse internationale, la majorité de la société civile, dont les églises, au niveau français comme international. Réjouir pour différentes raisons, il y en a trois principales. La première, c'est nous avons eu un accord à Paris. Ça semble bête à dire, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour de négociation, il était possible, c'était une grande crainte de beaucoup de personnes, que nous n'ayons pas d'accord. Autrement dit, que nous vivions un Copenhague bis, un échec du processus multilatéral onusien, et je crois que cette fois-ci, très probablement, cela aurait mené à une perte de confiance totale dans ce processus multilatéral de discussion sur le climat, et un tel chemin nous aurait mené, dans les années qui viennent, en fait, à une action climatique tout à fait insatisfaisante, à un réchauffement de 3, 4, plus probablement 5 degrés Celsius, et avec cela, l'emballement climatique, autrement dit le scénario catastrophe que tout le monde entend éviter. On a un accord à Paris. Pour la première fois, l'ensemble des pays du monde, protocole de Kyoto, c'était que les pays développés, ont signé un texte dans lequel ils s'engagent, un texte donc universel, contraignant en un nombre important de ses parties, et dont nous parlerons de l'ambition tout à l'heure. Donc, un accord à Paris, c'est un point extrêmement positif, et c'est un point pas seulement positif d'un point de vue de son contenu, comme nous allons le voir, mais aussi, et je crois qu'il faut le souligner, la COP21, ce n'était pas juste l'accord, c'était tout ce qui s'est passé autour. Et tout ce qui s'est passé autour, c'est une mobilisation sans précédent de la société civile dans toutes ses parties, depuis les entreprises, les ONG, jusqu'aux églises ou aux grandes religions, comme nous l'avons vu en particulier en France dans cette année. Donc une mobilisation de l'ensemble de la société civile que l'accord de Paris vient accompagner et en fait, espérons-nous, renforcer dans les années qui viennent. L'accord de Paris, pour moi, c'est une vague sur laquelle il faut surfer et qu'il faut utiliser pour aller de l'avant. Un accord de Paris aussi positif en termes de contenu, puisque sur un certain nombre de points, l'accord est allé même au-delà du plus petit dénominateur commun. Nous avons été surpris, mais nous sommes réjouis de l'arrivée, par exemple, des 1,5 degrés dans le texte, même si ce n'est pas l'objectif que se fixe le texte. Le texte dit rester bien nettement en dessous des 2 degrés Celsius et de poursuivre les efforts pour rester en deçà des 1,5 degrés. C'était une demande très forte des pays les plus vulnérables. Nous avons dans le texte de décision, pas l'accord en tant que tel, la reconnaissance des 100 milliards de dollars de financement comme un plancher qu'il faudra relever au-delà de 2025. Nous avons sur la question de l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adoption d'un mécanisme donc d'une structure de travail commune à l'ensemble des États qui consiste à dire chacun met sur la table ses contributions nationales qui sont déterminées au niveau national. Par exemple, l'Union européenne qui dit je vais réduire mes émissions de 40% d'ici à 2030 par rapport à 2010. Donc chacun qui le fait nationalement. Et puis, un processus de révision de ces engagements tous les 5 ans, ce qui a été adopté dans l'accord de Paris, et de révision de ces engagements à la hausse tous les 5 ans à partir de 2025.
Ça, c'est des éléments tout à fait positifs, comme posant un cadre commun, universel pour l'ensemble des pays, qui place toutes les conditions nécessaires pour une augmentation de l'ambition dans les années qui viennent. On a par ailleurs une reconnaissance importante de l'adaptation, avec un objectif qualitatif d'adaptation et de construction de la résilience, c'est-à-dire de la capacité à absorber les chocs climatiques dans les différents pays et dans les différentes communautés. Et puis la reconnaissance, dans un article distinct, de ce qu'on appelle les pertes et préjudices, c'est-à-dire toutes les conséquences néfastes et mortifères des changements climatiques qui sont au-delà de la capacité d'adaptation d'un pays. Donc on a, sur ces grands points de négociation, atténuation, adaptation, pertes et préjudices, financement, des points éminemment positifs. Pour autant, il ne faut pas être dans un enthousiasme débridé, qui serait un enthousiasme irresponsable vis-à-vis de l'accord de Paris, dans la mesure où c'est un accord de compromis qui a été signé par des États aux intérêts aussi divergents que les grands États producteurs d'énergie fossile et puis les États les plus vulnérables au changement climatique. Et qui dit accord de compromis, dit accord imparfait, accord insatisfaisant, accord insuffisant en tant que tel, on verra tout à l'heure pourquoi. Et donc, dans tous les cas, un accord qu'il faut regarder tout de même de façon lucide. Quelques exemples de failles de l'accord sur l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Certes, l'accord entérine un processus de bas en haut, de contribution nationale, de révision tous les 5 ans et de révision à la hausse, mais la première révision à la hausse sera en 2025, après un moment de bilan en 2023, lorsque l'on sait que le scénario qui nous permettrait le plus probablement de rester sous les 2 degrés Celsius est celui d'un plafond déjà en 2020. Un plafonnement des émissions mondiales en 2020 avec une décroissance des émissions à partir de 2020. Or, les contributions nationales que nous avons sur la table ne mènent pas du tout à un plafonnement d'ici 2020, au contraire, ça continue à augmenter d'ici 2030, et on est sur une trajectoire probablement aux alentours des 3 degrés Celsius si nous venions à nous contenter des contributions nationales actuellement sur la table. 2025, c'est donc un moment de révision des objectifs nationaux qui est beaucoup trop tardif. Nous devrions avoir ce moment déjà en 2020, enfin ça aurait été l'idéal. Maintenant, ce sera plus tard. Enfin, c'est un des éléments déjà de plaidoyer que nous pourrions mettre en œuvre, c'est d'inviter les États à revoir leurs contributions nationales de façon volontaire bien avant 2025. C'est d'ailleurs ce que François Hollande a annoncé pour la France, qui reverra son objectif à la hausse avant 2020. On a donc, du côté de l'atténuation, à la fois un problème d'ambition et un problème de timing. Si l'on prenait les autres points de négociation les uns derrière les autres, on pourrait montrer aussi les bémols qui y sont liés. Sur la finance, bien, 100 milliards sont annoncés, mais bon, c'était annoncé déjà en 2009 à Copenhague, et on n'a pour l'instant pas de feuille de route qui nous explique comment est-ce qu'on y arrive. Sur les pertes et préjudices, certes, on a un article spécifique sur cet enjeu-là, une reconnaissance de cet enjeu-là dans l'accord de Paris pour la première fois. Et en même temps, dans le texte de décision, on a une précision qui dit bien cette reconnaissance des pertes et préjudices ne peut pas mener à une responsabilité juridique des pays les plus développés, ni mener à des indemnités financières. Autrement dit, on reconnaît l'enjeu, mais directement, on en définit l'interprétation et on en note 2 éléments qui auraient été très importants. Donc on a, sur l'ensemble des questions qui ont été discutées, à la fois des éléments positifs et des éléments limitants, ce qui nous permet de dire de façon générale que l'accord de Paris est, pour prendre cette image-là, une première marche d'un escalier qui doit nous permettre d'augmenter l'ambition dans les années qui viennent, et nous avons à jouer un rôle extrêmement important comme société civile qui est double. Et c'est là où je passe à la partie que faire et le regard en avant pour 2016 et pour les années qui viennent. Un enjeu double. Premièrement, poursuivre le plaidoyer auprès des États, et vraiment, post-COP21, l'intérêt ou le focus passe de la politique internationale, même s'il reste des enjeux qui vont être discutés à l'échelon national, puisqu'il s'agit maintenant
de tenir pour responsable l'ensemble des États individuellement par rapport à cet accord de Paris et pousser à mettre en œuvre ce qu'ils ont décidé, à augmenter leur ambition. On a un vrai programme de plaidoyer pour les années qui viennent. Et puis, d'autre part, du côté de la société civile, le fait de se mettre en route nous-mêmes pour aider à l'atteinte des objectifs qui sont posés par la COP21 dans la mesure où le niveau étatique ou purement politique ne suffira pas. C'est quelque chose qu'on a dit et répété comme acteurs ecclésiaux, de dire que ne nous y trompons pas. L'enjeu climatique, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu financier, politique, géopolitique, c'est un enjeu technique, technologique, mais en amont de cela, c'est un enjeu spirituel et moral. Autrement dit, c'est une question de changement de notre être, de notre compréhension du monde, et de changement de nos modes de vie au niveau individuel comme au niveau collectif. Autrement dit, nous avons une responsabilité comme croyants individuellement, et puis comme paroisse, comme église, comme communion d'église, comme fédération d'églises et de mouvements, à nous mettre en route et à réduire notre empreinte carbone, car ce ne sera pas possible simplement au niveau des politiques. Parlant de réduction des émissions de carbone, je crois que le chiffre qui, moi, me parle le plus et qui parle, j'espère, à d'autres personnes, c'est de passer par l'idée du budget carbone. Si nous voulons rester en deçà des 2 degrés Celsius et nous rapprocher des 1,5 degrés, le GIEC dit nous avons un budget carbone de 1000 gigatonnes. C'est ce qu'on peut émettre dans l'atmosphère, de façon absolue, dans les décennies qui viennent. Or, les contributions nationales posées sur la table par les États à Paris, et puis espérons pour les derniers qui n'ont pas rendu leur copie dans les mois qui viennent, nous mènent à la dépense de 750 gigatonnes d'ici 2030. Autrement dit, sur les 1000 gigatonnes qu'on a pour tout le temps qui est devant nous, 75% auront été dépensés dans les 15 ans qui viennent. Vous pouvez imaginer le caractère très important de la pente de décroissance des émissions qu'il faudrait pour ne plus émettre que 250 gigatonnes de carbone post-2030. C'est énorme et en fait c'est quasiment insurmontable. C'est la raison pour laquelle il nous faut en fait faire décroître ces émissions bien avant et nous devons y participer comme individus et comme collectivité. Évidemment, je pourrais faire toute une liste des actions qui peuvent être mises en œuvre à tous les niveaux sur cet enjeu, mais ce n'est pas mon objectif ici. Nous avons un outil à cet endroit magnifique qui s'appelle Internet et on y trouve énormément de ressources sur les façons de faire décroître son empreinte carbone. Je ne veux pas juste botter en touche pour autant, j'aimerais partager 2 exemples très concrets d'actions climatiques destinées à réduire l'empreinte carbone qui peuvent être mises en œuvre par vous ou par votre communauté directement après le visionnage de cette vidéo. Je veux parler d'une part de la réduction de la consommation de viande et d'autre part de l'interpellation de votre banque. Réduction de la consommation de viande car le secteur de l'élevage au sein du secteur agricole émet plus de gaz à effet de serre, et en particulier de méthane, que l'ensemble des transports. Secteur de l'élevage, 14,5% des émissions mondiales, secteur du transport, 14%. Autrement dit, notre consommation de viande et la croissance de cette consommation dans le monde émet plus de carbone que toutes les voitures, tous les camions, tous les trains, tous les avions dans le monde réunis. Et s'il est difficile pour beaucoup de gens, et je le comprends, notamment dans certaines régions où on a besoin de la voiture pour aller travailler ou autre, même si on peut faire l'effort de l'utiliser moins, eh bien il y a un endroit où nous avons une vraie capacité à changer les choses, et ça ne tient qu'à notre volonté, c'est notre assiette. Frédéric Rognon, professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, disait « Je vote 1 fois par an, mais je mange 3 fois par jour ». Autrement dit, j'ai un vrai pouvoir dans mon assiette, et ce n'est pas juste un pouvoir symbolique, je vous ai donné les chiffres, c'est un pouvoir réel. Nous sommes capables d'avoir un impact concret en réduisant notre consommation de viande, et en particulier, parce que ça dépasse de loin toutes les autres viandes, notre consommation de viande rouge, de bœuf,
mais aussi de porc, et puis ce qui consomme le moins, c'est le poulet et autres. Donc en faisant un changement dans notre alimentation, nous pouvons non seulement envoyer un symbole, mais avoir un impact concret, et ce aussi dans les paroisses. Nous avons des repas paroissiaux, nous mangeons ensemble comme conseil presbytéral, voilà, nous nous retrouvons lors de repas, et Dieu sait que le repas est important dans le christianisme. Pourquoi pas imaginer des repas paroissiaux végétariens? Ça devrait être expliqué, accompagné, fait de façon pédagogique, mais c'est une façon très forte d'envoyer un message et d'être dans le symbolique dans le bon sens du terme. Comme disait Paul Ricoeur, le symbole c'est ce qui donne à penser. Il s'agit de donner à penser aux paroissiens et pourquoi pas de les mettre en route aussi dans leur vie individuelle. C'est aussi ce que peut faire une paroisse. J'en viens au deuxième exemple concret, l'interpellation de la banque. Car en réalité, nous savons qu'un des enjeux fondamentaux, si nous voulons réussir à rester sous les 2 degrés, c'est de faire passer les investissements des énergies fossiles vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le nerf de la guerre dans les négociations comme dans le monde réel, entre guillemets, c'est l'argent. On a besoin d'investissements massifs. Même si on a d'abord besoin d'un changement des modes de vie, derrière, en bout de course, on a besoin de changements technologiques, on a besoin de changer notre infrastructure énergétique, etc. Et ce ne se fera que si l'argent est au bon endroit, et surtout, pas seulement s'il est au bon endroit, mais s'il est retiré du mauvais endroit. Or, les banques françaises font partie des banques qui financent les énergies fossiles, que ce soit par exemple des mines de charbon ou des nouvelles centrales à charbon dans le monde entier. Il y a eu un certain nombre d'annonces avant la COP21, mais aucune d'entre elles n'en est arrivée à un état d'excellence climatique. Juste pour vous donner un chiffre qui permet de bien voir le chemin qu'il y a à parcourir, entre 2009 et 2014, c'est-à-dire depuis Copenhague jusqu'à la veille de la COP21, les 5 plus grandes banques françaises ont subventionné à hauteur de 129 milliards, pas subventionné, financé à hauteur de 129 milliards l'industrie des énergies fossiles, lorsqu'elle donnait dans le même temps uniquement 18 milliards aux énergies renouvelables. Autrement dit, bien que des banques, la BNP Paribas, pour ne pas la nommer, ait été sponsor officiel de la COP21, bien qu'un certain nombre de banques fassent de la communication sur leur soutien aux énergies renouvelables, oui, elles les soutiennent, mais 7 fois moins que les énergies fossiles. Donc, elles ont fait des annonces avant la COP21, charge à elles de les respecter et d'aller plus loin, mais surtout, charge à nous, individuellement ou comme paroisse, encore une fois, hein, toute paroisse est dans une banque, toute église est dans une banque, de se tourner vers son banquier et de dire, écoutez, moi, post-COP21, je souhaite être dans une banque qui participe à la solution et pas au problème. Et de l'interpeller en posant la question, voilà, dans quelle mesure, de vous informer, et pourquoi pas de poser un ultimatum en disant, ben voilà, si dans les tant et tant d'années ou tant et tant de mois, il n'y a pas d'évolution de la pratique de ma banque, vous aurez perdu un client, et de vous tourner vers des banques qui vous garantissent des financements du secteur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. En France, par exemple, la NEF, NEF, ou le Crédit Coopératif, qui sont 2 exemples de banques vers lesquelles on peut se tourner. Voilà, ça c'est un choix qui appartient à chacun, qui appartient à chaque groupe, mais je crois que c'est vraiment aussi un enjeu extrêmement important et un endroit où nous pouvons être entre guillemets prophétiques. Je rappelle qu'à la veille de la fin de la COP, l'Église protestante unie de France a publié un communiqué dans lequel elle indique que ces actifs financiers allaient être déplacés vers des actifs décarbonés, c'est-à-dire qu'elle allait revoir ses actifs financiers pour arriver, on ne peut pas arriver au zéro absolu comme les PUF l'a rappelé, mais on peut faire un chemin pour aller au minimum possible de ces actifs-là, et je crois que c'est exactement ce type de démarche qui parle aux gens, qui a un impact très concret. Consommation de viande, interpellation, et puis s'il n'y a pas de mouvement, changement de banque. Voilà 2 exemples très concrets que je voulais partager avec vous et qui sont en fait des portes d'entrée vers une action climat, et c'est sur ça que j'aimerais terminer, de dire, je crois vraiment que l'enjeu c'est que nous nous mettions en route et que chemin faisant, nous construisons notre chemin en réalité, et qu'en faisant les choses pas à pas, en se donnant
des objectifs atteignables, raisonnables dans un premier temps, nous entrons dans un processus. Et je crois que c'est ça le plus important, personnellement comme ensemble, en paroisse ou en église, c'est de se mettre en route, car chemin faisant, l'on progresse. Aussi, je souhaite encore pour l'année 2016 tout le meilleur, et en particulier, évidemment, une année extrêmement fructueuse d'un point de vue climatique. Je me réjouis que à la fois la Fédération protestante de France et l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine créent des groupes de travail justice climatique qui vont inscrire leur engagement dans la durée. C'est exactement cela dont nous avons besoin. Merci.